Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire une update du marché, ça continue à bouger, que ça soit sur BTC, Ether, sur les altcoins. On parlera rapidement du marché US, mais on va surtout se concentrer sur le BTC. Je refais pas mal d'updates sur le BTC puisque ça bouge. J'en parle déjà depuis quelques jours, depuis cette réintégration. Selon moi, le marché redevient intéressant comparé à ces 2 derniers mois qui étaient clairement moins intéressants. Ça veut pas dire qu'il faut se désintéresser du marché, de quitter les charts, absolument pas. Mais ça veut dire qu'on s'adapte au marché. Si le marché ne nous propose pas d'opportunités, on va pas forcer notre vision au marché, on s'adapte. Et c'est vrai qu'il y a moins d'opportunités. Et là, depuis quelques jours, je vous le répète, clairement, selon moi, on est sur une direction du marché qui est assez claire pour le moment, c'est d'aller chercher la borne opposée. Et sur l'intraday, que ça soit sur du swing comme cette position, il y a moyen clairement de chercher à se positionner. Donc j'ai toujours cette position qui est en cours, qui est bien parti. On a ici cette pattern de retournement et on continue pour le moment les creux et les sommets de plus en plus haut. Donc c'est intéressant, on repasse dans une dynamique qui est haussière. Et c'est là l'importance d'avoir un biais, d'avoir des convictions, parce que au final, trader, c'est bien sûr respecter son plan, respecter son money management, avoir des conditions d'entrée, mais aussi c'est d'avoir des convictions, mais des convictions qui sont renforcées par ce qu'on voit sur le marché, d'accord? C'est pas ah oui, je pense que le marché va faire ça et je pense que si, non, c'est je vois ça donc je pense ça, d'accord? Mais c'est pas je pense et ensuite je vois. Ça c'est vraiment important. Je constate ce que le marché me donne, j'ai des données techniques, j'ai des données fondamentales, etc., etc. Et ensuite je prends bien sûr une décision. Par contre, quand je prends une décision, voilà, déjà souvent moi quand je fais des vidéos comme ça, je l'annonce publiquement, d'accord? En tout cas mes positions swing très souvent, je les annonce publiquement parce que c'est des positions qui durent plusieurs jours. Les positions intraday, ça dépend parce que des fois je prends des positions, j'ai déjà tourné la vidéo pour une update ou pas, donc ça peut pas toujours être le cas. Par contre voilà, moi depuis le 8 mai, je suis rentré sur cette position, c'est que j'ai un biais bullish, d'accord? Si je cherche des longues, c'est que je vais pas de l'autre côté vouloir un marché qui baisse, d'accord? Donc déjà je pense qu'on n'est pas beaucoup sur le YouTube français. Je regarde pas énormément de vidéos d'un point de vue technique parce que j'essaye de ne pas me faire biaiser, d'accord? Je pense que c'est important de ne pas trop se disperser, et si vous regardez trop de vidéos YouTube de personnes qui analysent, vous allez être biaisé dans votre vision, dans votre analyse, d'accord? Et c'est pour ça que j'essaye de pas trop regarder énormément de vidéos. Ça m'arrive quand même pour de temps en temps, voilà, ça m'arrive de voir l'avis de certaines personnes qui est des fois très intéressante bien entendu, mais voilà, j'essaye de pas trop regarder. Et ce que je voulais vous dire, c'est que on n'est pas beaucoup à afficher publiquement lorsqu'on rentre en position, d'accord? En tout cas, moi je le vois pas très souvent, et mon but c'est pas vous dire ok le marché il va faire ça, et s'il fait ça il baisse, ok mais s'il fait ça il peut monter. Non, je détermine un biais directionnel, ça vous me l'entendez très souvent le dire. Déterminer un biais directionnel, c'est ok, est-ce que j'ai un biais neutre, est-ce que j'ai un biais bearish, est-ce que j'ai un biais bullish? Attention, avoir un biais bullish, ça veut pas spécialement dire long absolument. On peut avoir un biais bullish et ne pas prendre de position parce qu'on n'a pas de setup qui s'enclenche. Par contre, quand on a un setup qui s'enclenche avec un biais bullish, bien sûr là on rentre en position, on charbonne le marché et on fait de la continuation de tendance. En tout cas, on va dans le sens directionnel qu'on a déterminé. Donc quand j'annonce comme ça une position que je prends, c'est que j'ai un biais bullish, et même sur l'intraday, si j'ai des opportunités, je vais faire de la continuation de tendance, d'accord? Je ne rentre pas en position longue pour vous dire de l'autre côté ça va baisser, bien sûr c'est short. Donc ma conviction reste la même, aller faire suite à cette déviation, aller faire ici un nouvel ATH. J'en sais rien pour le moment pour la suite, ce qui va se passer. Dans tous les cas, pour moi, c'est ma prochaine target. Maintenant, est-ce que ça va être un piège? Est-ce que quand on va aller chercher les 73 000 $, il y en a déjà qui vous annoncent que ça va être un trap et qu'on va se retourner, qu'on va aller retourner les 32 000 $? J'en sais rien. Mon but, c'est pas d'anticiper. Tant qu'on n'est pas ici, je peux pas savoir comment le marché va réagir. Hop, c'était ici, tant qu'on n'avait pas pris ce niveau-là, je pouvais pas savoir ce que le marché, dans quelle direction il pouvait prendre. Et dans tous les cas, c'est que des probabilités. Par contre, au moment où on y va, c'est là où j'observe ce que le marché me fait. D'accord? Ici, on a un break, très bien. On a quand même une mèche qui n'est pas aussi importante que ça, parce que elle représente pas plus de 50% de la bougie, mais quand même, on voit qu'on n'a pas une clôture complète qui est bearish, d'accord, bien rouge, mais voilà, on a quand même un break. Maintenant, moi, ce que je surveille, c'est est-ce qu'on a une réintégration, ou est-ce que ce niveau de support, on le flippe en résistance? Moi, qu'est-ce que je constate ici? On a une réintégration qui est claire. Donc, à ce moment-là, je ne peux pas savoir si on va avoir une réintégration. Comme actuellement, je ne sais pas ici si on va break, si on va y aller, ça se qu'on va se retourner avant, j'en sais rien. Par contre, c'est au moment où j'ai l'information, au moment où le marché me montre en direct, à l'instant T, ce que je veux voir, là ok, je décide de prendre une décision. Mais ne prenez pas des décisions en anticipant à l'avance ce que le marché va faire. J'en sais rien. Alors, on peut bien sûr poser des scénarios. C'est-à-dire, je me dis, ok, si le marché fait une déviation, qu'est-ce que je fais? Là-dessus, il n'y a pas de souci. Mais je ne vais pas commencer à prendre un short à l'avance en anticipant ce que le marché peut faire alors qu'on n'en a aucune idée. Donc, est-ce que le marché va se retourner après les 74 000 $? Je ne peux pas savoir. Je pourrais
potentiellement développer une hypothèse lorsqu'on y sera en fonction de ce que le marché me donnera, mais pour le moment j'en ai aucune idée. Donc comme j'ai dit, j'ai toujours cette position qui est en cours sur le BTC. Sur du court terme, je vous avais dit quoi il y a 2 jours quand j'avais fait l'update. À partir du moment où on a un momentum qui est bullish comme ça, une reprise haussière, tous les pullbacks, tunnel 15 minutes, tunnel 1 heure sont des opportunités de longue. On a fait un magnifique pullback ici sur le tunnel 15 minutes, également en confluence avec quoi? Notre ligne de coup ici de notre pattern en W. Alors on a été plus bas. Est-ce qu'on a été chercher la close line? Non, mais alors ça dépend si on prend cette mèche, mais la ligne de coup elle est ici. De toute façon, je vois pas pourquoi j'hésite avec celle d'avant. C'est soit ici, soit on prend avec les mèches, soit avec la clôture de bougie. Ok, ça dépend comment vous raisonnez. Il y en a qui prennent les mèches, il y en a qui prennent les clôtures. Non, on n'avait pas spécialement une confluence, mais on avait par contre une confluence avec ici un point pivot daily, point pivot weekly. Donc on a une très bonne réaction du marché dans une bonne zone de localisation. Et voilà, classique, quand on a une dynamique de marché qui est haussière ou baissière, hein, et ben quand on a un momentum, on a un flux et on le voit ça par le MACD, d'accord? Ça peut être un outil qui permet de déterminer un flux, on le voit ici. Il y en a qui vont dire ah non, le MACD moi j'aime pas, j'utilise le RSI. Pas de souci. Ici le RSI montre la même chose. Hop, on a ici un flux haussier, d'accord? On a un momentum qui est fort. Ça peut être aussi des moyennes mobiles qui sont verticales. Ok, voilà, il y a plusieurs moyens d'analyser la puissance d'un flux. Et on n'est pas obligé de se casser la tête, on peut bien sûr regarder juste le prix, d'accord? Et le prix nous montre clairement qu'on a un flux qui est très haussier, d'accord? Dans ce genre de configuration, on va pas commencer à shorter le marché. Je vous avais montré sur l'order flow et ça continue un peu que on n'a pas une grosse euphorie. On a des gens qui ne croient pas à ce mouvement-là et qui visiblement cherchent un peu à le short. En tout cas, on n'a pas une forte demande sur les contrats perpétuels d'un point de vue long, d'accord, vu qu'on a un funding qui n'est pas spécialement fortement positif, voire même il est en baisse lorsqu'on est en hausse. Ça nous montre que les gens limite ils font de la contre-tendance. Ils cherchent pas des longues dans une tendance haussière. Alors que quand vous avez une bougie haussière, vous avez plus de probabilité d'avoir une continuation de la hausse que un retournement. D'accord? C'est tout à fait logique. Le marché ne fait pas ça. D'accord? D'accord? Le marché ne fonctionne pas comme ça. Le marché a des tendances. D'accord? Donc, à partir de ce moment-là, cherchez plutôt à quand vous avez une bougie à la hausse. Je prends un exemple d'une bougie, mais on va plutôt prendre une tendance. Et ben, cherchez surtout à faire de la continuation de tendance. Et ça est déterminé comment? En localisant des entrées. Parce que lorsqu'on enchaîne 4, 5, 6 bougies consécutives dans le vert, c'est compliqué d'entrer ici. Parce que d'un point de vue risk-reward, voilà, vaut mieux attendre un pullback. Et c'est là l'importance de localiser vos entrées. Alors, il y en a qui vont localiser ça avec des moyennes mobiles, il y en a qui vont localiser ça avec des retracements de Fibo. Bon, là, on n'a pas été chercher les 0,382. Il y en a qui vont localiser ça avec des points pivots, des supports et des résistances. Ça, c'est à vous de voir, tout simplement. Maintenant, voilà, moi, en général, j'utilise des moyennes mobiles, les tunnels Vegas, confluence avec points pivots. Et ici, on a eu une très bonne réaction du marché. Donc, pareil, actuellement, on fait un nouveau sommet dans cette tendance-là, ok. Est-ce que c'est maintenant que je vais rentrer en position? Compliqué selon moi. Si on a ici un alignement, par exemple demain, du tunnel 15 minutes aux alentours des 66 000 $ sur ce haut range, qu'on a un pullback, là pourquoi pas, ça peut être une bonne zone de localisation. Mais là pour moi, sur l'intraday, c'est trop tard. Ici par contre, c'était une très bonne zone de localisation. Attention, par contre, une tendance au bout d'un moment assez souple. Une tendance qui s'essouffle, ça veut pas spécialement dire qu'on va se retourner, ça veut dire méfiance, on a un affaiblissement des acheteurs, ok, vaut mieux peut-être patienter ou attendre de retrouver un momentum fort pour jouer la tendance, parce que des moyennes mobiles, c'est tout comme une tendance, tout comme un range, après 3, 4 touches, ça commence à faire beaucoup. Donc là, si vous voyez un pullback, un second, un troisième, ok, méfiance, on peut être sur potentiellement la fin d'une tendance, d'accord? Parce qu'une tendance classique, au bout d'un moment, s'épuise. Alors, s'épuise, ça veut pas spécialement dire qu'on se retourne, on peut rentrer dans un range pour repartir sur une nouvelle tendance. Donc voilà, le BTC, je suis toujours bullish, ça ne change pas. Maintenant, comme je dis, il y en a beaucoup. Alors, je vois un peu de tout sur les réseaux. Moi, par contre, j'aime bien aller sur Twitter pour essayer de voir la psychologie des gens, qu'est-ce qu'ils pensent. Et pour le moment, alors, je vois déjà des gens qui sont pas spécialement trop excités suite au pump, et de toute façon c'est mesurable avec l'order flow, avec les spreads. Il y en a beaucoup qui croient pas à ce mouvement, qui pensent que c'est un trap. Ce qu'il faudra regarder au moment où on réagit ici, c'est si on commence à break, comment le marché s'excite, d'accord? Vu qu'on fait un nouvel ATH après 2-3 mois, ça peut en parler un peu sur les médias, etc. Est-ce que les gens y croient à ce nouvel ATH, ou est-ce qu'ils vont dire ouais non c'est un trap, on va se retourner? Là, c'est là où il faudra vraiment prendre la température à ce moment-là pour estimer, ok, est-ce qu'on a des potentiels d'avoir un vrai break ou d'avoir une réintégration. Si au moment où on break, on a un vrai flux, en plus cette zone de résistance, on la flippe en support, on a un funding qui est, alors je dis pas spécialement négatif, mais qui est neutre, d'accord, en tout cas, qui n'est pas aussi fort qu'on avait ici, d'accord. Donc un funding, voilà, globalement,
Si on se maintient en dessous de ce niveau-là, globalement, on n'est pas sur des fundings extrêmement forts. Ben là, on pourrait dire, ok, on est potentiellement sur un break, en tout cas, les probabilités seraient sûrement dans notre sens, et on pourrait avoir une continuation et aller chercher 75, 80 000 $, 90 000 $. Maintenant, si, au moment où on s'affranchit des 73 000 $, ça FOMO, on voit des open interest qui sont largement en hausse, en tout cas, une hausse démesurée, qu'on voit qu'on a un funding fortement positif, voilà, on le voit ici, montée de l'open interest avec un fort funding positif. Attention, une montée de l'open interest, ça veut pas spécialement dire que ça y est, il y a trop de monde qui sont rentrés, il faut absolument liquider, ça y est, on va se retourner. Mais voilà, quand on commence à avoir ici un marché qui est trop euphorie, tout le monde commence à en parler, méfiance, ok. Donc là, il faudra voir au moment où on y va comment le marché réagit. En tout cas, pour le moment, comme je dis, on a un funding qui est relativement plat, et si on regarde ici les spreads, les spreads qui, je le répète, c'est la différence entre les contrats perpétuels et les contrats, le contrat perpétuel de Binance et le contrat spot. Un prix du contrat perpétuel supérieur à 0 nous indique, un spread supérieur à 0 nous indique que le contrat perpétuel est supérieur au prix du contrat spot, ce qui nous indique qu'il y a une plus forte demande sur le contrat perpétuel, ce qui est souvent le cas dans des phases de euphorie, dans des phases de bull run, comme on a eu en 2021, lors du nouvel ATH novembre 2021 également, et lorsqu'on a fait le nouvel ATH encore en mars. Et on voit que là, les gens n'y croient pas, parce qu'on est en hausse, et pendant qu'on est en hausse, qu'est-ce qu'on constate? On a un spread, globalement, qui reste relativement neutre. Et tant mieux, c'est ce qu'on veut. En tout cas, moi, je suis bullish, et c'est ce que je veux. Voilà, c'est sur BTC sur du court terme. Maintenant, il y en a qui vont, ça se trouve, il y en a qui sont piégés, il y en a qui pensaient que le marché allait plus corriger, qu'ils avaient du cash à déployer. Moi même, j'ai du cash à déployer. Maintenant, j'ai toujours un portefeuille 80-20. Pour le moment, je suis 80% crypto, 20% cash. Ça m'aurait pas dérangé d'avoir une baisse pour être potentiellement à 10%. Mais voilà, si le marché hausse, j'ai 80% de mon portefeuille qui va en profiter. Et j'ai envie de dire, tant mieux. Maintenant, quelqu'un qui est pas rentré dans le marché, j'ai envie de dire que ça dépend. En fait, ça dépend. Si la personne, globalement, allait arriver à ce niveau-là, c'est pas de sa faute, d'accord? Faut bien commencer quelque part, on a tous commencé, il y en a qui ont eu la chance, ou bien joué à vous, c'est pas spécialement de la chance, mais bien joué à vous d'être arrivé ici ou ici, tant mieux. Il y en a qui sont arrivés en 2015, bravo à vous, d'accord? Il y en a qui sont arrivés au top, bon, malheureusement, voilà, faut bien arriver quelque part. Maintenant, c'est au moment où vous êtes arrivé, quelle est la décision que vous avez prise? Vous voyez, par exemple, quelqu'un qui est arrivé ici, et qui se retrouve ici, sans être engagé sur les marchés, c'est-à-dire qu'on a eu une phase d'un an là, où il y avait clairement des opportunités, là j'ai envie de dire c'est ta faute. C'est toi qui, soit n'a pas été convaincu par le marché crypto et qui revient quand tout le monde en parle, ce qui est classique pour beaucoup de personnes, bon, c'est clairement de sa faute. Maintenant la personne qui est arrivée ici, et qui se dit, je suis arrivé tard, mais c'est pas de sa faute parce que c'est la première fois qu'elle entend parler des cryptos, souvent, même si clairement, on n'est pas dans une bonne zone pour se positionner sur le BTC, elle va se positionner parce que c'est compliqué d'être à 100% cash et voir le marché partir, d'accord? Donc elle fera sûrement des erreurs comme tout débutant a fait, comme moi j'ai fait, comme la plupart des gens ont fait, mais voilà, j'espère que ça se passera bien pour ces personnes qui sont rentrées là. Moi en tout cas, je ne pourrais pas rentrer ici. Maintenant voilà, comme je dis, moi ce que je veux vraiment passer un message, c'est les personnes qui sont arrivées peut-être ici, ok, et qui ne sont pas rentrées en position pendant toute cette phase-là, et qui commencent à se dire, ok, c'est le moment de rentrer ici. Qu'est-ce que vous foutez ici, d'accord? Alors peut-être il y en a qui vont me dire, ah ouais, mais non, mais le marché pouvait aller plus bas, si vous écoutez tout le monde, le marché peut toujours aller plus bas et tout le monde annonce des crises. Maintenant, au bout d'un moment, il faut prendre des décisions. Quand on a un BTC qui a fait moins 75%, qui retourne sur des niveaux de plus bas, zone de rechargement de Fibo, presque la ligne de coup d'une grosse pattern d'accumulation, au bout d'un moment, il faut déployer du capital. Le but, c'est pas de faire all-in, all-out d'un coup, d'accord, de tout rentrer, tout sortir. Vous pouvez rentrer par plusieurs paliers. Mais malheureusement, si vous êtes arrivé dans le marché là, vous n'êtes pas rentré ici, et vous rentrez ici, vous avez un problème dans votre perception du marché, dans votre stratégie, et formez-vous, apprenez, parce que sinon vous allez faire toujours les mêmes erreurs, et vous allez perdre de l'argent alors qu'on a un marché qui est haussier sur le long terme. Donc ça, c'est pour BTC. Ether, j'y reviens, parce que, on va parler de THBTC, je vais attendre cette clôture-là, mais moi j'aime pas ce que je vois pour moi sur THBTC. Alors c'est là où il y a la technique et il y a la conviction personnelle fondamentale du projet. La technique me dit que c'est pas beau, ok. La technique me dit que c'est pas beau vu qu'on est en train de flip des niveaux de support en résistance, on se fait rejeter, on fait des plus bas, d'accord. Ça c'est pas beau, ok. Si je mets des moyennes mobiles, ça c'est pas beau. Ok. Maintenant il y a le côté fondamental où je me dis que pour moi Ether a de quoi surperformer BTC lors du prochain cycle. Je parle pas de flippening, je parle pas de Ether top 1 CoinMarketCap ou Schneider pour aller chercher un flippening, faut aller chercher je l'avais calculé, j'ai plus le niveau exact mais je crois que c'est alors maintenant Ether est déflationniste donc ça va. Alors les déflations n'est pas aussi importante que ça mais globalement je crois que c'est dans cette fenêtre pour parler. Non, même pas, je dis des bêtises, c'est au-dessus parce que sinon on l'aurait eu, je crois que c'est 0,18.
c'est 0,18 pour avoir un flippening, donc on est large avant d'avoir un flippening, d'accord, bien entendu, mais voilà, pour moi, d'un point de vue fondamental, avec, j'espère, les ETF spots qui sont censés arriver, je sais pas si ça sera accepté en mai, mais je pense que ça sera accepté pour fin 2024, au pire, fin 2025, j'ai confiance d'un point de vue fondamental en Ether qui surpasse le BTC. Maintenant, il y a la technique, et il y a la conviction fondamentale. Ok, c'est deux choses totalement différentes. La technique me dit pour le moment que Ether se fait surperformer. Et c'est vrai que est-ce que c'est une erreur de ma part ou pas? Peut-être une erreur de ma part. En général, la technique passe toujours avant le fondamental dans ma prise de décision. Et c'est vrai que là, sur cette charte-là, j'ai beaucoup plus fait passer le fondamental sur la technique. Maintenant, si je regarde d'un point de vue technique et je prends du recul, est-ce que c'était une bonne zone de, ici, s'intéresser à, pourquoi pas, Flips et BTC en Ether? Oui, on est sur un gros niveau de support. D'accord? Maintenant, ça, c'est pas parce que on est sur un niveau de support que ça va marcher à 100%. Ça, c'est vraiment important de le comprendre. Maintenant, si je regarde, si je me dis, est-ce que ETH est un mauvais investissement? Pour moi, non, puisque même si on a globalement, bon, si je regarde la ETH dominance, donc là, ici, on a juste, je suis où? Là, on a juste ETH contre le BTC. Donc, qui surperforme qui entre Ethereum et le Bitcoin. Ici, on a l'ETH dominance. Donc, ça prend l'ensemble du market cap, bien sûr, des cryptos. Ok. Est-ce que finalement, si j'enlève BTC et je prends l'ensemble des altcoins, parce que bon, je suis pas quelqu'un qui va m'exposer à 100% sur BTC. Donc après, c'est ok, qu'est-ce que je mets dans mon portefeuille? Est-ce que quand je regarde une charte comme ça, au final, est-ce que Ether était un mauvais investissement comparé à d'autres altcoins? Alors oui, si on parle de INJ, si on parle de RNDR, oui, c'est des projets qui surperforment Ether. Maintenant, si je compare Ether à l'ensemble des altcoins, à du XRP, du ADA, du AVAX, je prends que des gros là, je vais même pas chercher des petits. Je prends du Dodge, du Terix il sort un peu du lot, du Chainlink, du Polkadot, du Matic, ok, Ether surperforme l'ensemble de ces projets-là, d'accord. Donc, est-ce qu'on peut dire que c'est un mauvais investissement pour le moment, vis-à-vis de BTC? Oui, il se fait surperformer. Pour l'ensemble du marché, pour moi, ça reste une bonne position. Voilà. C'est tout ce que je veux dire sur Ether. Maintenant, d'un point de vue technique, on a un bon rejet. Et pour le moment, ce niveau, on ne l'a pas break. Et je vous ai souvent parlé que c'est un niveau de support. Pour le moment, on est dans un range, d'accord? On est dans un range, on est bloqué entre deux bornes. Borne basse, on cherche des achats. Borne haute, on cherche des ventes. Et oui, c'est pas facile d'acheter lorsqu'on est sur un plus bas, sur une bougie rouge comme ça. Certes, on est sur un niveau de support, mais oui, c'est pas facile. Surtout qu'on a un BTC qui tirait peut-être un peu la gueule à ce moment-là. C'était le 14 mai. Non, on avait déjà une réintégration. Non, je dis des bêtises, c'était ici. Donc oui, mentalement, quand on est comme ça sur un niveau de support, on enfonce presque, mais on n'a pas une clôture. Oui, ça peut être dur mentalement. Maintenant, c'est là où faut laisser les émotions de côté et faire passer en priorité la technique. Et la technique me dit que ce niveau de support, pour le moment, tient. Et tant qu'il tient, la prochaine target, c'est le haut de range, tout simplement. Les 3250$. Donc, Ether plus faible. Ether, j'ai accumulé. Je ne rentre plus en position sur Ether parce que moi, j'aime bien avoir des entrées strictes, hein, si vous me connaissez. Et on était pendant un moment, dans une longue phase, moi j'ai beaucoup accumulé de l'Ether dans cette zone-là, principalement les 1250$ et les 1600$. Ok, j'ai pas mal à accumuler. Maintenant, je le laisse partir. Ok, si je retracement revient chercher ces niveaux-là, pourquoi pas. Maintenant, voilà, c'est compliqué de se positionner dans une zone de rechargement de short sur Ethereum. BTC Ether, on a vu. Bitcoin dominance. Bitcoin dominance, pareil, surveiller la clôture weekly. Pour le moment, on n'a pas break et on est potentiellement à nouveau dans un range. Comme on a eu ici, on était dans un range, on consolide. Maintenant, range précédé par une tendance haussière, plus de chances de casser à la hausse. Moi, ce que j'attends vraiment sur cette Bitcoin dominance, je le répète, c'est une structure de top de marché où là, on pourrait avoir clairement des altcoins qui en profitent, d'accord. Et même, hein, comme je dis, on pense que les altcoins ne performent pas contre le BTC, ça dépend lesquels. Si je prends ici Total 3, Total 3, c'est l'ensemble de la capitalisation des alts, ok, en excluant Ether. On prend juste les altcoins sauf Ether BTC et on divise ça par BTC, ça nous montre que, eh ben oui, BTC surperforme l'ensemble des altcoins. Maintenant, si je prends Others, c'est quoi? Others, c'est l'ensemble des altcoins en excluant le top 10, d'accord? Donc en excluant les mastodontes. Et qu'est-ce qu'on se rend compte? Déjà, si je compare Total 3, ça se voit pas trop à l'œil nu ici. Par contre, si je mets Others divisé par BTC, vous voyez la différence? Vous voyez? Non, c'est ici, tac. Vous voyez, il y en a un qui est en dynamique haussière, on va dire, une petite dynamique haussière, alors que l'autre est en dynamique baissière. Qu'est-ce que ça nous montre? Ça nous montre que si on ajoute le top 10, BTC surperforme les altcoins,
depuis, alors je prends pas tout le bear market, hein, je parle depuis qu'on a posé un bottom, alors que si je prends les altcoins en excluant le top 10, et ben on est plutôt dans une phase où on surperforme le BTC. Ouais, il y a une nuance quand même, mais elle est intéressante à noter. Et voilà, après on a des altcoins pour le moment qui font une bonne journée, on observera les clôtures, je ferai une grosse update surtout dimanche, parce qu'il y a des clôtures qui vont être intéressantes à surveiller sur les altcoins. On a l'indice de dollar qui continue ses plus bas, d'accord. Ici on a eu une clôture très intéressante. Ouais, ça c'est le genre de clôture, vous voyez, on a vraiment un contrôle total des vendeurs, on n'a pas de mèche, rien, on a clôturé net. Ok, ça nous montre que là on a quand même des vendeurs qui sont bien présents, et ça c'est encourageant pour le marché risk on, donc le marché crypto, marché boursier, etc. Donc voilà, toujours bull sur le marché. On surveillera bien sûr sur l'intraday si on a des pullbacks dans le tunnel 15 minutes, comme on a eu comme on a eu hier. D'accord, on avait des opportunités pour faire de la continuation de tendance sur de l'intraday. Maintenant, j'attendrai clairement un retracement, revenir chercher ces zones de localisation. Vous voyez, si aujourd'hui on était venu chercher les 65 530 $, ça aurait été une bonne zone. Malheureusement, on peut pas y aller tout le temps. On détermine nos zones. Si on y va, tant mieux. Si on a une réaction, on rentre en position. Si on n'a pas de réaction, on passe à autre chose. Ne forcez pas le marché. Si vous n'avez pas de trade dans votre journée, c'est pas grave. Le but c'est pas spécialement de vouloir trouver un trade, parce qu'en forçant ça, plutôt c'est mieux. Vous allez pas respecter votre plan, vous allez vous inventer un plan sur place, et ça ne va pas fonctionner. Voilà, j'espère que cette update vous aura aidé. J'essaie toujours d'être le plus clair, le plus honnête et le plus réaliste avec vous. Je vous souhaite une très bonne fin de journée. On se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.